Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Masque Exagère. Pater. Maston Pater. Excellent. S'il continue Magique. alors qu'il est taillé comme un tuteur à géranium en plus. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de débrief de la Free Agency, le deuxième d'une mini-série puisque nous avons fait juste avant les gagnants et les perdants de l'AFC et nous allons faire la même chose avec la NFC. Même épisode, même équipe, je suis avec PA et Alexandre. Comment ça va les gars ? Salut, bonjour à toutes et à tous, ça va très bien. Salut les gars, salut tout le monde. Avant qu'on se lance, comme d'habitude, je rappelle, le front office, comme ça c'est fait absolument partout. Twitter, Thread, Blue Sky, toutes les autres inventions qui s'approchent de près ou de loin d'un tweet, Instagram, YouTube, Twitch et surtout le Discord où vous avez le lien en description de l'épisode, peu importe la plateforme où vous êtes, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, ça bosse bien, hein, franchement. Parfois, on a des petits soucis techniques. Là, par exemple, vous n'avez pas le bandeau pour ceux qui regardent en bas de l'image, puisqu'on a chié un petit truc avant de lancer l'enregistrement. Donc... Mais globalement, tout est bien réglé. On m'a donné les codes Restream depuis ça bug, coïncidence, je ne sais pas. Il y a du sabotage en interne. Ce que PA ne vous a pas dit, c'est qu'il a été recruté par Touchdown Actu, qui commence à sentir la menace. Rends le mot de passe, PA, rends le mot de passe. Il va t'échanger le mot de passe contre une webcam. Ouais, ça va faire plaisir, ça. Comme Elle ça, arrive bientôt. Elle arrive pour le prochain d'ailleurs. Ouais. ça vous donne des indices, quoi. Là, la prochaine fois, vous allez pouvoir voir le visage d'Alexandre. Enfin. On fait un reveal étape par étape. C'est ça. Voilà. Franchement, on essaye de garder un peu de suspense pendant cette période creuse de la NFL, même si Free Agency est dans un peu plus d'un mois la draft, quand même, on vivote encore, on a des petites actus, on a des joueurs qui n'ont pas encore signé, on va pouvoir en parler, mais plutôt sympa de pouvoir faire des petits épisodes sur ce qui se passe en ce moment. Messieurs, le concept reste le même pour ceux qui n'ont pas vu le précédent épisode. Je vous le rappelle, nous allons donner 2 gagnants chacun et un perdant sur cette Free Agency. Donc nous sommes cette fois-ci en NFC. Et le premier qui va parler, c'est bien évidemment Alexandre qui nous a mis dans ses gagnants un peu l'équipe que tout le monde attend au tournant puisqu'ils avaient le premier choix de la draft la saison passée. Alexandre, je te laisse parler des Chicago Bears. Ouais, bah écoute, moi je trouve que les Bears, quand ils finissent l'année, on se dit que c'est quand même un peu une petite déception avec toutes les attentes qu'on avait l'année dernière. Mais en tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est que depuis la fin de saison, ils ont pas cherché bien loin pour se renforcer. Ils ont tout de suite été déjà chercher un vrai head coach. Et quand tu regardes leur free agency, bah ils avaient des besoins sur l'offensive line, surtout à l'intérieur. Ils ont recruté vraiment, je pense, tu pouvais pas faire mieux sur ce qu'il y avait sur le marché. Tu as du Joe Thuney en left guard qui sont allés trader, tu as Jonah Jackson qui sont allés recruter aux Rams en l'échange d'un 6e tour. Et ils sont allés recruter via la free agency Drew Dalman qui était anciennement aux Falcons pour un deal plutôt honnête, je trouve. Je crois que c'est 3 ans et une quarantaine de millions d'euros. Donc je trouve que c'est pas mal sur le deal en soi. Et ils ont aussi fait 2 ajouts que je trouve pas mal, qui pour moi les met comme clairement un des vainqueurs de cette free agency. C'est d'être allé chercher Dayo Odeyingbo qui était aux Colts et qui avait fait de plutôt bonnes saisons et qui, à l'opposé de Montez Sweat, peut vraiment être vraiment un pendant intéressant pour améliorer le pass rush en tout cas de leur équipe. Et derrière aussi, moi j'aime beaucoup l'arrivée de Olamide Zaccheaus en tant que 3e wide receiver. On sait qu'ils vont perdre Keenan Allen à la free agency. En tout cas, il a toujours pas signé, mais on se doute qu'il ne va pas aller dans le froid de Chicago et qu'il va plutôt aller sur la côte ouest, je pense. Mais en tout cas, je trouve Olamide Zaccheaus, il a fait une très bonne saison l'année dernière chez les Commanders. Et en tout cas,
Selon moi, je pense que c'est un très bon wide receiver 3, enfin un troisième wide receiver. Et que derrière, ça peut être vraiment une bonne arme pour Caleb Williams, pour varier un petit peu les jeux et ne pas non plus donner trop de targets, enfin diluer un petit peu les targets entre DJ Moore, Dunze et Zaccheaus. C'est ce qu'ils ont un peu aussi sur le banc avec du Kmet aussi en tight end, du Samori Touré, etc. Donc honnêtement, ils ont vraiment une escouade offensive très intéressante. Peut-être sur le poste de running back où ils pourraient améliorer encore les choses. Mais en tout cas, je trouve que la O-line a été considérée, c'était clairement le besoin principal pour protéger au mieux Caleb Williams, ton premier choix de l'année dernière. Donc non, en tout cas, moi, personnellement, je l'aimais vraiment comme un gros vainqueur et comme un vrai contender dans la NFC Nord. Ouais, je te rejoins, franchement, les 3 recrues sur la O-line, c'est un triplé, quoi. Vraiment, tu pouvais difficilement faire mieux. Ce qui est ultra intéressant, c'est que là, année 2, nouveau coach, O-line, des armes. Caleb Williams, il va avoir les spotlights bien forts dans les yeux. Est-ce qu'il va faire mieux en ayant 12 secondes pour lancer plutôt que 8 secondes? Je ne sais pas. On va voir ce que ça donne. PA, t'en as pensé quoi des Bears? Ouais, top ce qu'ils ont tenté. L'arrivée de Ben Johnson était un petit peu attendue. Enfin, en tout cas, suite à sa signature, on attendait la free agency de voir un petit peu ce qu'il allait faire. Il essaie de mettre en place ce qu'il avait mis en place avec les Lions, avec une ligne offensive qui va beaucoup mieux protéger, mais qui sera également performante sur le jeu de course. Et ce qui leur manque actuellement, c'est un left tackle de meilleur niveau et surtout un running back. Donc, c'est une équipe qui s'est renforcée via la free agency et on se doute sur quel poste ils vont partir sur leurs 2-3 premiers tours, leurs 2-3 premiers choix à la prochaine draft, en sachant qu'ils ont 2 choix au tout début du deuxième tour. Donc voilà, ils ont quasiment fait 3 choix sur les 40 premiers picks. Donc voilà, à eux de ne pas se louper là-dessus. Mais on voit juste les petites carences encore qu'il leur reste pour être vraiment une équipe, sur le papier en tout cas, extrêmement solide. Après, il reste toujours l'incertitude Caleb Williams, mais en tout cas, les apports qui ont été faits devraient le mettre dans un meilleur fauteuil, effectivement, et là, il n'aura plus l'excuse de sa O-line un petit peu fébrile, et puis lui, de son année rookie. Ouais. Moi, je suis pas fan de DeAndre Swift, mais je trouve ça dommage de ne pas plus exploiter Roschon Johnson. Je trouve que c'est un joueur qui a plein de qualités, mais après, je suis d'accord, faut un running back dans cette équipe, quoi. Après, on se souvient ce qui s'est passé avec Ben Johnson quand DeAndre Swift était aux Lions. Il s'est fait trader quand Ben Johnson est arrivé. Donc, moi, je pense DeAndre Swift, je ne sais pas s'il va rester très longtemps encore à Chicago. Peut-être je me trompe, mais ça peut être comme disait PA, à la draft, running back, ça peut clairement être une option, même déjà au premier tour. Ah bah ouais. À voir ce qui leur tombe dans les mains. Mais quand tu regardes leur effectif, honnêtement, leur paire de linebacker est excellente. Sur la D-line, il y a quand même Montez Sweat et Odeyingbo. Ils ont pris Grady Ils ont Jarrett. signé Grady Jarrett. Alors, c'est plus Grady Jarrett de la grande époque d'Atlanta, mais il y a quand même des joueurs intéressants. Drew Billings, qui était un très bon run stopper, je l'avais eu aux Raiders à une époque. Je trouvais qu'il était déjà très intéressant chez nous. Il y a du Jarvan Dexter, et même dans le backfield défensif. Jalen Johnson, la saison dernière, enfin surtout 2023, a vraiment été la révélation. Il a confirmé en 2024. Tu as du Jaquan Brisker, du Tyreek Stevenson, tu as des jeunes à développer encore. Donc non, personnellement, très peu de besoins, je trouve, en tout cas sur les starters à combler. Et comme tu disais, ils ont 3 choix dans les 40 premiers. Honnêtement, s'il y a des très bons joueurs qui l'entendent dans les mains et qui n'ont même pas besoin de trade-up ou quoi que ce soit, ça peut être vraiment les gros vainqueurs de la Free Agency 2025. Totalement d'accord. PA, je vais te laisser enchaîner après l'équipe qui a eu le premier choix de la draft. On va parler de celle qui vient tout simplement de remporter le Super Bowl et qui a encore réussi une masterclass. Ouais, les New England Patriots. Ah non, merde, c'est vrai, on n'y est plus du tout. Donc les Eagles de Philadelphie. On savait qu'ils allaient perdre des joueurs parce qu'ils avaient un cap qui était assez limité là-dessus. Les moves, malgré tout, qu'ils ont fait, je les trouve extrêmement bien pensés. On voit que c'est une équipe qui tourne bien sur le terrain, en dehors du terrain, dans les bureaux, sur la sideline. C'est exceptionnel ce qu'ils font, très sincèrement.
Ils ont privilégié le fait de garder Zach Bone sur le poste de linebacker, donc ils ont perdu Mekhi Becton. Et bah tant pis, on va trader avec les Texans, puis ils ont récupéré Green, et puis on va voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, ils auront un autre joueur qui fonctionnera mieux de toute façon. Ouais, fort. Très fort. Ils ont tradé CJ Gardner-Johnson. Alors, pour moi, c'est peut-être le point un peu négatif. Pas tant que j'apprécie le joueur, parce que ça a l'air d'être une grosse tête de con, mais le mec a quand même très bien performé chez les Eagles, assez peu chez les Lions. Et pour le coup, les Eagles, eux, avaient quand même eu une vraie baisse de niveau dans le backfield défensif quand Gardner-Johnson était à Détroit. Je ne sais pas ce qu'il compte faire sur le poste de safety, s'il compte reprendre un autre joueur, soit à la draft, soit d'ici la fin de la free agency, ou garder en interne et faire monter en interne. Sauf qu'on a vu au dernier Super Bowl, quand les titulaires sont sortis et que les safety ont pris la place, bah, ils sont fait ouvrir 2 fois par Xavier Worthy, quoi. Donc, je suis assez peu rassuré à voir ce qu'ils font, toujours la même chose. Mais hormis cette position-là, c'est fort. Ils ont prolongé Saquon Barkley. Enfin, voilà, tout a été très bien fait, très bien pensé, et bravo à eux, encore une fois. En fait, t'as pas le sentiment qu'ils en ressortent affaiblis. Et c'est ça qui est un peu perturbant, parce qu'ils ont quand même perdu des gros noms. Milton Williams notamment, et en même temps, c'était attendu, et en même temps, ils ont du monde pour le remplacer, parce qu'ils anticipent sur 1 an, voire 2 ans. Donc non, vraiment, c'est fort ce qu'ils ont fait. D'accord avec ça, Alexandre? Ouais, très clairement, ils ont, comme il a dit, il n'y a pas eu d'ajout significatif dans leur effectif, mais ils ont signé les joueurs qui ont été performants avec eux. Surtout, voilà, vraiment, Zach Bone, vu la saison qu'il a fait, sur le tarif, je trouve en plus, ils n'ont pas non plus surpayé le joueur et il mérite ce tarif-là. Et j'ai bien aimé aussi, vraiment, d'un point de vue un peu symbolique, la re-signature, enfin, la prolongation de Saquon Barkley. Ils n'étaient pas forcément obligés de le faire, sachant qu'ils l'ont signé l'été dernier. Et vu la saison qu'il a faite, il a rajouté, on va dire, ils ont rajouté un peu d'argent sur son contrat, et qui est totalement mérité, vu la saison vraiment exceptionnelle de sa part. Mais non, sinon, après, hormis dans les petits ajouts, vraiment sur des positions comme tight end, où il rajoute un peu de concurrence avec du Harrison Bryant et du Kylan Granson. Vraiment des petits ajouts de complément. Peut-être un Dory Jackson qui vient poste pour poste pour Darius Slay, et je pense, comme disait PA, il n'y a pas eu vraiment de compensation sur la perte de CJ Gardner-Johnson. Donc peut-être à la draft, c'est sur quoi ils s'orienteront, sachant que la classe de safety est très intéressante cette année. Donc peut-être ça peut être une des solutions pour compléter un backfield défensif emmené par Quinion Mitchell et Cooper DeJean, qui ont été encore une fois, qui ont été pour la première saison en tout cas exceptionnels, et puis qui, je pense, vont être les leaders de ce backfield dans les années à venir. Ouais. Bah, je vais pas faire très long. 100% d'accord avec vous. Et ouais, même dans les petites signatures, c'est malin, quoi. Franchement, t'as parlé d'Adoree Jackson, ça coûte rien, c'est sur 1 an. T'as Joshua Uche, pareil, 1 an, un tout petit tarif. Ojulari, une seule année, pareil, ça apporte de la rotation, genre. Et tu sais que ces mecs-là, ils sont... Franchement, Ojulari, l'année prochaine, il fait 9 sacs. Je suis même pas surpris, tellement que chez les Eagles, ça peut fonctionner. Et je vais même dire quelque chose qui va faire très mal à Doug. Même AJ Dillon est capable de relancer sa carrière derrière Saquon dans cette équipe. Non, mais c'est... Ouais, franchement, quand tu vois ce qu'il y a derrière Saquon, c'est pas Will Shipley ou Avery Williams qui devraient poser des soucis, quoi. Donc, ils vont peut-être drafter, au cas où. Mais voilà, prendre le seul mec qui a des cuisses aussi grosses que Saquon pour le mec dans le backfield, c'est intéressant. Il a dit qu'il voulait faire un concours de squat avec Jalen Hurts également, notre ami AJ Dillon. Mais il va faire que ça, il va faire que des squats. Oui, il aura beaucoup, et puis il aura beaucoup de temps pour faire des squats. Ça va peser lourd. Moi, je voulais entre les deux là. Tu vas pouvoir préserver Jalen Hurts et le laisser faire les touches-touches comme ça. Si c'est pas interdit. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, parce que petit aparté, ça y est, les Packers ont fait leur demande officielle. Ça fait tellement de trucs de rageux, genre dans la cour d'école. Moi, j'aime pas cette règle. Est-ce qu'on peut enlever cette règle? Non, c'est pas goal volant, parce que c'est pas du jeu. Le goal volant, putain, tu m'as ramené 20 ans en arrière, là. Allez, je vais enchaîner. Je l'avais dit en fin d'épisode AFC, j'ai eu plus de mal à trouver des gagnants en NFC. Ça a été plus dur. Pas seulement, encore une fois, parce que je suis arrivé après vous sur le conducteur,
mais parce que vraiment, je trouve que côté gagnant, ça a un peu moins bien travaillé en NFC, mais quand même, après l'équipe qui avait le premier choix, après celle qui a remporté le Super Bowl, je vais parler de la darling de cette saison, les Washington Commanders. Je suis totalement fan de la façon dont ça travaille. Le volet prolongation, déjà, ils ont vraiment pas lésiné et j'aime cette idée d'apporter de la continuité. Tu prolonges Bobby Wagner d'1 an sur un tarif 9,5 millions quand tu vois que les Chargers ont donné 18 millions à Khalil Mack, par exemple. Pas exactement la même chose, mais tu te dis, ok, joueur d'expérience qui a gagné le Super Bowl, je le garde, il coûte que dalle. Mariota qui a été le backup parfait, 1 an. Zach Ertz, 1 an de plus pour former Ben Simmons. McNichols dans la rotation. Enfin, il y a eu plein de joueurs comme ça. Le kicker Gonzalez, il le garde. Clelin Ferrell prolongé. Noah Brown prolongé. Enfin, vraiment, il y a eu plein de petites prolongations comme ça qui ont été mais vraiment hyper malines. Et à côté de ça, ils ont tradé. Ils tentent le pari d'Ibo Samuel. Moi, j'aime bien l'idée à côté d'un profil comme McLaurin, surtout qu'on sentait qu'il y avait besoin peut-être d'apporter quelque chose de différent, d'un peu polyvalent. Alors, il faudra voir quel Debo on a, c'est un pari. Mais franchement, pour ce que ça a coûté, très très belle affaire, je trouve. Tu récupères Laramie Tunsil, ça... On en parlait là pour les Bears, mais parmi les joueurs de O-line que tu pouvais potentiellement aller chercher, signer, trader pour, Tunsil, ça reste le haut du panier en NFL. Et les signatures, Javon Kinlaw, un peu cher, mais ça mérite de tenter un joueur qui est encore jeune, qui est talentueux. Will Harris, petit pari intéressant. Moi, franchement, j'aime bien ce qui s'est passé, quoi. Alexandre, je sais pas ce que t'en penses, mais je suis peut-être biaisé parce que je trouve que les Commanders sont audacieux, mais j'aime beaucoup ce qui se passe. Écoute, je suis plutôt d'accord avec toi au global. Personnellement, ils ont protégé Jayden Daniels, qui était clairement leur objectif numéro 1 cette intersaison, un peu comme les Bears l'ont fait avec Caleb Williams. Et quoi de mieux que de faire ça en allant chercher peut-être l'un des meilleurs left tackles de la ligue. Bon, après, ils ont lâché un peu de pics, hein, mais je pense que une fois que tu as trouvé ton quarterback, tu peux te permettre de lâcher des pics pour l'entourer et pour vraiment améliorer sa protection. Donc, en soi, moi, personnellement, à partir de là, je pense que ton off-season est déjà plutôt réussi au global. Ensuite, tu as des petits ajouts sympas. Hein, tu regardes, par exemple, comment il s'appelle, Marcus Mariota qui est revenu en backup. Moi, j'ai bien aimé parce que je trouve que c'est un bon quarterback remplaçant. Tu as du Jonathan Jones. La re-signature de Bobby Wagner et de comment ça s'appelle, de Bobby Wagner, le linebacker, et attendez, je cherche le nom, Zach Ertz par exemple, le tight end aussi, qui pour moi ce sont vraiment 2 des gros leaders de cette équipe, que ce soit en attaque ou en défense. Donc personnellement, ils ont signé des joueurs dont ils avaient intérêt à signer, et pour des deals plutôt honnêtes aussi, hein, même si c'est des vétérans. On sait très bien aussi que pour le poste de tight end, ils avaient recruté au 2e tour de la draft l'année dernière Ben Sinnott, qui n'a pas trop joué l'année dernière. Donc à voir comment ça va se passer pour son intégration en année 2 derrière Zach Ertz. Mais en tout cas, aussi réussir à re-signer Bobby Wagner, je trouve que c'est excellent pour le leadership qu'il t'amène et pour le côté défensif sur le run stop notamment qui fait très très bien encore aujourd'hui, même à son âge. Donc pour moi, non, c'est une très bonne off-season. Peut-être, tu t'en parles un petit peu, le Javon Kinlaw. Je trouve ça un peu cher quand même parce que je ne l'ai pas trouvé non plus incroyable aux Jets. Et puis en plus, il avait un gros D-line avec Quinnen Williams à côté de lui, donc qui peut te permettre de stater un peu plus facilement. Donc moi, ça va être la petite interrogation. Il remplace quand même poste pour poste Jonathan Allen qui est parti. Je suis pas sûr que, pour moi, tu n'es pas du tout gagnant au change dans cet échange, entre guillemets. Donc ça va être intéressant de voir s'il arrive à progresser, s'il arrive à s'imposer aux côtés de Daron Payne. Donc intéressant à voir, mais en tout cas, je pense que je suis d'accord aussi avec toi pour dire qu'ils sont renforcés au global. PH, je te laisse compléter sur les Commanders. Oui, alors je vais être un peu moins positif que vous. J'aime bien ce qu'ils ont fait en attirant effectivement des gros joueurs, des gros noms, Deebo Samuel, Laramie Tunsil. Attention à ne pas trop vendre la maison non plus. Pour Laramie Tunsil, ils ont quand même envoyé un 2e tour de l'année prochaine. Pour Deebo à 5e. Pour Laramie Tunsil, encore cette année, un 4e de mémoire ou un 5e avec un swap de 4e des Texans.
Du coup, cette année, à la draft, ils se retrouvent qu'avec 5 choix. Donc, et il y en a un avec un vrai gap, parce qu'ils ont leur premier et deuxième choix, et ensuite, celui d'après, c'est le 4e. Donc, en fait, ils passent du 61e pick au 128e. Il va y avoir de nombreux joueurs qui vont leur passer sous le nez, et c'est des joueurs dont ils vont aussi avoir besoin dans un futur assez proche. C'est bien d'avoir effectivement son QB, ils sont quasiment certains de l'avoir, et c'est très bien. Ils ont essayé de l'entourer. Maintenant, il leur manque encore un tackle droit, je trouve. Il leur manque encore des joueurs défensifs, que ce soit, enfin, pour moi, sur le front 7, il faut le renforcer encore. Et sans ces pics hauts, c'est un petit peu plus difficile de construire. Donc, ils ont encore du cap pour l'année prochaine. Donc, potentiellement, ils vont encore un peu flamber l'année prochaine. Mais si tu veux avoir une vision aussi à moyen terme, attention à pas trop cramer de choix de draft dans des trades, dans des choses comme ça. Mais après, voilà, c'est des joueurs de talent, des joueurs qui vont devoir aussi payer, la Hamilton Seal notamment, Deebo Samuel probablement. Mais voilà, ça renforce instantanément l'équipe. C'est ce qu'on leur demande. Ils ont fini en finale de conférence. Est-ce que ça a été qu'une belle année ou est-ce que c'est quelque chose qu'on va être amené à voir sur les années futures? Ça, c'est les prochaines saisons qui nous donneront la réponse. Mais en l'état, voilà, ils surfent vraiment sur leur réussite, sur le fait qu'ils ont trouvé ou qu'ils semblent avoir trouvé leur QB du futur. Entoure-le. Ils font clairement le système inverse que ce que font les Texans, dont on a parlé dans l'épisode précédent. Eux, en tout cas, ils essaient d'entourer Jayden Daniels, de lui donner des armes, et puis on avance et on voit ce que ça donne, quoi. Ah, ils voient une fenêtre qui s'ouvre, Ouais. ils viennent le pied en avant et ils y vont. Hein. Moi, franchement, je comprends ta réserve sur les pics, mais en fait, ouais, là, tu as encore 5 pics, dont le premier et le deuxième. Après c'est 4, 6 et 7, quoi. C'est ça, Ouais, tu vois. ouais, En fait, mais t'as que 2 pics dans le top 120. mais les trous sont pas si énormes que ça ou pas impossibles à combler. Tu vois? Je trouve que t'es pas si loin et en fait, tu es à une ou deux bonnes surprises ou un trade en courte saison ou le bon vétéran. Mhm. Tu vois, typiquement, ils se sont chiés sur le pari Latimore, mais c'était bien de le tenter. Ouais. Mais tu peux te retrouver comme ça à saisir les bonnes opportunités, à mettre les bonnes pièces. Après, on le sait, hein, de toute façon, tu as toujours cette pièce en l'air de à quel point les mecs que tu vas drafter ou les coups que tu vas tenter vont passer. Mais ouais, je pense que si Jayden Daniels se blesse pas, je pense qu'on a un mec vraiment solide pour les 10 années à venir, quoi. Puis il aura un peu plus de temps pour lancer et puis il sera un peu Ouais. mieux protégé, donc se prendra aussi moins de coups. Non, mais ça fait. Enfin, je suis complètement d'accord avec la démarche pour les Commanders. C'est juste moi la vision à moyen terme. Mais en l'état, au moment où on se parle, ouais, ils sont clairement gagnants par rapport à l'ajout des joueurs. Mais je pense que c'est pour ça aussi que tu les vois, vu qu'ils ont lâché pas mal de pics sur quelques trades, on les a vus quand même lâcher beaucoup de signatures, tu vois, des signatures sur 1 an, 2 ans, Ouais. pas mal de mecs. Donc je pense qu'il y a aussi cette volonté de laisser beaucoup de mecs leur chance d'avoir une place déjà dans le roster, et puis pourquoi pas d'avoir une place de titulaire et d'émerger dans leur roster. Donc pourquoi pas, vu que tu n'auras pas forcément, tu auras peut-être que 5 rookies, tu rajoutes les UDFA, donc les undrafted free agents. Ça fera pas non plus, ça fera peut-être une quinzaine de joueurs. Et normalement, habituellement, tu en as plutôt autour de 20, quoi. Donc c'est vrai que tu essaies du coup de compenser, je pense, par des signatures que tu fais à la free agency. Et je pense que c'est ce qu'ils ont essayé de faire en tout cas. Et de re-signature aussi, pas mal de gars de chez eux qui avaient montré des bonnes choses. Ouais, c'est ce que je disais, beaucoup de re-signatures, donc de la continuité. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur dans les équipes, dans tous les sports co d'ailleurs. Et ouais, tu le disais bien, Alexandre, mais ces contrats d'1 an te permettent, si cette saison est décevante par rapport aux attentes, en fait, tu as beaucoup de gars qui sont plus là, qui seront plus dans ton salary cap l'année prochaine. Et même si du coup, tu as mis des choix de draft, tu vois, un Deebo, si ça marche pas, tu seras pas obligé de le prolonger. Tant pis, tu as mis un petit pic sur lui. Après, tu le laisses partir. Et du coup, même sans avoir ces choix de draft, si tu as une équipe où voilà, tu as quand même les bases qui sont posées, tu restes attractif. Franchement, je sais pas si tous les paris vont être gagnants et si tous les besoins ont été comblés, mais j'aime bien la stratégie et la vision globale. Je trouve que les investissements s'entendent. Alexandre, je te rends la parole. Tu vas rester dans la même division que ton premier gagnant. Ouais, exactement. Moi, j'ai regardé que la NFC Nord sur la off-season, hein, vraiment. Je me suis dit, je vais regarder un petit peu qu'est-ce qui a été fait dans ce coin-là, et visiblement, ça a très bien travaillé.
Donc, quand tu regardes leurs ajouts sur cette intersaison, bah, tu as déjà au niveau offensif très peu d'ajouts, mais des ajouts très solides. Ryan Kelly et Will Fries. Je précise, on parle des Vikings, bien sûr. Des Vikings, pardon, c'est vrai que j'ai pas précisé le nom, mais des Minnesota Vikings qui sont allés chercher une partie de la ligne, de la O-line des Colts, avec Ryan Kelly en centre et le garde droit Will Fries, qui a sorti d'une superbe saison. Donc, très intéressant. Leur O-line commence à vraiment être très intéressante. Et je trouve que, hormis le poste de left guard, je pense qu'ils ont en tout cas une des meilleures O-line en NFL. En tout cas, une O-line qui peut être considérablement on peut dire que c'est une top 10. Et en défense, ils avaient peu de besoins vu la saison défensive l'année dernière, emmenée par le coordinateur Brian Flores, qui avait vraiment fait une super saison l'année dernière. Et quand tu regardes leur défense, ils avaient des besoins à l'intérieur de la D-line. Ils ont clairement adressé ce besoin avec Jonathan Allen et Javon Hargrave, qui sont allés chercher respectivement des Commanders et des 49ers. Donc moi, personnellement, je trouve que c'est vraiment un gros gagnant de cette conférence NFC, qui se sont renforcés, qui mettent dans les meilleures dispositions McCarthy pour commencer sa carrière NFL. Et puis en plus, j'en ai pas parlé non plus, mais ils avaient aussi des re-signatures à faire. Et quand on voit par exemple qu'un Byron Murphy a signé pour le contrat qu'il a re-signé, alors que ça a annoncé potentiellement un salaire autour des 20 millions, tu vois qu'au prix où il a signé aux alentours du 15 millions. C'est vraiment une bonne affaire. Et puis je pense qu'il voulait retourner dans un système qu'il connaît et dans lequel il était performant. Il rajoute un petit peu aussi sur le poste de cornerback avec Isaiah Rodgers qui était aux Eagles. Donc quand tu regardes leur front seven, il est très dangereux. Leur linebacker, il n'y a rien à redire. Honnêtement, Eric Wilson, aller le chercher en tant que deuxième ou troisième linebacker, moi je trouve ça très intéressant. Donc non, en plus d'avoir de la rotation, ils vont chercher des mecs titulaires qui vont apporter Day One. Personnellement, je vois pas de problème dans leur off-season, et pour moi, c'est clairement un des gros vainqueurs aussi également de cette conférence. Je me permets de rebondir, j'en vois un tout petit. Tu paries quand même très très cher sur le fait que J.J. McCarthy va être prêt et au niveau. Puisque là, les Vikings, on arrive dans une configuration, et c'est marrant qu'ils aient reconstitué la O-line des Colts, mais tu arrives dans une configuration qui est celle des Colts il y a 5-6 ans, où tout ton roster est tanké de partout, mais où tu ne sais pas vraiment si le mec qui va guider cette équipe peut le faire. Les Colts, c'était différent. Ils ont tenté des vétérans qui n'ont jamais matché. Là, à l'instant T, dans la depth chart, il n'y a personne d'autre que J.J. McCarthy. Et quand on voit les pistes restantes, je me pose des questions. J'aime beaucoup Aaron Rodgers, mais je me pose des questions. Je pense qu'il y a des rookies qui peuvent être très sympas, mais je vois pas l'intérêt de mettre un rookie avec J.J. McCarthy. Le reste des QB un peu bridge, c'est quoi? C'est sinon tu signes Flacco au cas où McCarthy fasse pas l'affaire, et t'as Flacco pour faire l'intermédiaire. C'est peut-être le moins pire dans les scénarios qu'il y a, mais moi c'est le seul bémol que j'ai. La Ferrari, elle est là. Qui va être le pilote? Je sais pas ce que tu en penses. C'est très clairement ça. Moi, je suis assez haut dans mon esprit pour J.J. McCarthy, pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'a pas été suffisamment utilisé par Michigan quand il y était, par coach Harbaugh quand il était à l'université, et que je pense qu'il a beaucoup plus de talent que ce qu'Harbaugh lui demandait. Et la deuxième chose, c'est qu'en étant titulaire au sein des Vikings, il sera coaché par Kevin O'Connell, qui est pour moi l'un des faciles top 3 meilleurs coachs de la ligue. Et il arrivera à le mettre dans des très très bonnes positions. Et les ajouts sur la ligne offensive sont clairement pas anodins, justement, pour le rassurer, pour lui mettre vraiment une muraille en face de lui, pour le protéger. Et le corps de receveur qu'il a, il n'y en a pas beaucoup dans la ligue qui sont, avec des très gros guillemets, QB rookie, parce que pour le coup, lui n'a joué aucun match sur sa première saison. De tête, voilà. Sur une année rookie, on peut prendre Mahomes quand il avait fait qu'un seul match, et on peut considérer que sa deuxième saison était son année rookie. À ce moment-là, oui, il était quand même très bien armé, et sinon, potentiellement, Brock Purdy. Ouais. Mais à part ces deux-là, si tu peux remonter encore plus loin, je pense vraiment qu'ils ont un très très bon QB sur ce poste-là, et qu'ils ont blindé les deux lignes. Ligne offensive, et c'est très fort ce qu'ils ont fait. Je vais te demander de te mouiller. Et les gens pourront clipper ça, pourront le garder, pourront te le ressortir. J'ai 6 noms pour toi.
Caleb Williams, Jaden Daniels, Drake May, Michael Penix, Gigi McCarthy, Bonix. En termes de talent, où est-ce que tu classes McCarthy là-dedans? 6e. Le moins talentueux? C'est pas qu'il est moins talentueux, c'est qu'on n'a pas vu. Non, mais alors, je parle en talent. En potentiel. Je parle talent. Moi, je veux bien. Tu viens comme ça, tu me dis gros talent, sous-exploité. Non. 4e. J'ai besoin de savoir. Devant Penix et Nix. Ok. Putain. Si c'est meilleur que Bonix, quand tu vois la première saison de Bonix. Qui était dans des très bonnes conditions aussi. Donc, c'est ça qui me fait dire aussi que McCarthy, il peut performer première saison. Darnold, il a eu une résurrection. Alors, voilà, tu as aussi un élément de maturité d'un mec qui a aussi vécu un peu l'enfer dans d'autres équipes et qui se dit, bon, bah, c'est un peu ma dernière chance. Mais O'Connell, je peux pas me l'enlever de l'équation. Et pour moi, c'est justement l'élément principal de cette équation, c'est que c'est O'Connell. Tu me mettrais un autre coach. C'était Mike Zimmer, le précédent coach. Tu mettrais Mike Zimmer en head coach, je serais moins emballé sur l'idée. Mais O'Connell, offensivement, ce qu'il propose, c'est un niveau de coaching qui est monstrueux. C'est du niveau pour moi de McVay, de Shanahan, que j'ai déjà en très très haute estime. Donc voilà, offensivement, pour moi, ça va rouler parce qu'il va rentrer dans ce moule-là, dans ce système-là qui est clairement fait pour lui. Ouais, il a toutes les qualités pour exceller dans ce système, en tout cas, pour l'exécuter en tout cas à bon escient. Et il a les playmakers aussi pour mettre en bonne et due forme une offense qui marche déjà bien avec un Darnold. Je pense que exécuter l'offense d'O'Connell, ce ne sera pas un problème pour McCarthy. Après, la question, ça va être, est-ce qu'ils vont passer le cap du premier tour de playoff, parce que ça fait quand même mine de rien 2 années de suite qui sont éliminés, en tout cas au premier round. Donc ça va être la grosse interrogation. McCarthy, puis ensuite, est-ce que O'Connell pourra passer ce cap de playoff qu'il n'a jamais encore passé pour l'instant? Alexandre, je vais te demander de te mouiller aussi. Hein. Je mets PA au-dessus de la flotte, je fais pareil avec toi. Si les Vikings commencent la saison en 3-5 ou en 3-6, que tu sens qu'il y a un roster pour aller en playoff et que le seul problème vient des perfs de McCarthy, et qu'à côté de ça, une ouverture de trade pour un QB déjà installé se fait, je vais te donner quelques noms et tu me dis, au-delà des considérations de salaire, si tu trades pour eux ou pas. Si je te dis Trevor Lawrence. Tu veux l'envoyer partout. Vraiment, avec son contrat, non. Ok. Trevor Lawrence, c'était mon premier nom. Dak Prescott. Dak Prescott, je pense que le salaire. Ouais, c'est ça, c'est le salaire quand même. Ouais, le salaire, mais il lui reste combien d'années de contrat, mais si t'as en fait, tout dépend de comment t'estimes Prescott. Si tu l'as très haut dans ton esprit et que tu te dis qu'avec toutes ces armes-là, tu deviens un contender au Super Bowl, est-ce que tu tentes le coup? En fait, la question, c'est ça. Il m'a jamais montré qu'en playoff, il pouvait être une valeur sûre. Ouais, moi, je suis d'accord. C'est toujours compliqué. Si tu as vu le top 11 QB et du coup son absence dans mon top 16, tu comprends que moi je vais pas chercher Prescott. Si j'ai ces deux premiers. Me dis pas Derek Carr, parce que sinon je vais te dire oui tout de suite. Je plaisante bien sûr. Kyler Murray. Kyler, c'est pareil, c'est toujours un peu mi-figue mi-raisin. Je sais jamais vraiment comment prendre ce joueur. Il montre des très bonnes choses et des fois il est régulier. Donc non, honnêtement, moi je te dis, moi je suis serein avec Gigi McCarthy, personnellement. En tout cas, dernier nom, puisque rumeur non fondée, mais ils ont eu pas mal de petits soucis financiers. C'est un joueur qu'on va bientôt devoir payer, qui va peut-être sortir de son environnement. Brock Purdy. Brock Purdy, oui, Brock Purdy, oui, à la limite, si vraiment tu vois que McCarthy il te coule la saison et que ça fait un peu comme Will Levis avec les Titans, Oui. Pourquoi pas tenter le coup au Brock Purdy. Après, je suis pas sûr que là on parle vraiment pas de considération salariale, etc. Mais oui, pourquoi pas Brock Purdy. Après, tu sais que ça peut vraiment exécuter le système que O'Connell veut mettre en place. C'est un peu une question. Après, voilà, c'est comment tu gères le développement de McCarthy. Parce qu'on savait très bien qu'à sa sortie de draft, il n'allait pas jouer tout de suite. Même s'il était pas blessé l'année dernière, je pense pas qu'il aurait joué non plus. Donc, à partir de là, moi, je pense que avoir au moins un développement de 1 an, là, on verra cette année. Je pense que le lancer titulaire, c'est pas une mauvaise solution. Parce que pour moi, en plus, il est très bien entouré. Donc, ça va permettre aussi de jauger un petit peu le talent du garçon. Et puis voilà, ça va être intéressant en tout cas de suivre la saison des Vikings l'année prochaine.
Ouais. Ouais, je suis assez d'accord. Vraiment, de toute façon, quand il y a une interrogation aussi énorme, que tout le roster est prêt et que ta seule question, c'est: «Est-ce que ton QB va tenir la route?» Ça te fait de toi une des franchises, les plus intéressantes à suivre pour le fan, classique de NFL, quoi. Encore plus si tu pas d'équipe favorite. Après, attention quand même à la perte de Cam Bingham, hein, sur le safety, qui pour l'instant n'est pas remplacé et ça, faut faire attention à ça. Enfin, moi, je garderai un œil dessus personnellement. Ouais, ça va peut-être drafter PA. Je vois que tu es chaud. Je vois que tu es chaud depuis que je t'ai mouillé un peu. Là, ça y est, on y va. Je te laisse passer à ta deuxième équipe qui a fait peu de mouvements, mais des mouvements plutôt intéressants. Ouais, les Los Angeles Rams, on a parlé des Chargers, il me semble, hier. Ouais. C'est ça, ouais, en gagnant. Et bah écoute, on reste dans le même stade, mais juste l'équipe différente, en tout cas de la conférence différente. J'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait, le fait d'avoir coupé Cooper Kupp, c'est bien. Ça libère de la masse salariale et on sentait de toute façon qu'ils le voulaient. Alors ils ont voulu le trader, mais quand tu dis ouvertement que tu veux trader un joueur, bah, ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas le couper parce qu'il n'y a aucune équipe qui va se jeter dessus, ou alors avec un 7e tour de draft. Ils ont perdu quelques bons joueurs, Bobby Brown sur la ligne défensive qui est parti aux Panthers. Mais sinon, le reste, j'ai été très surpris et très agréablement surpris de leur côté. Un peu triste de mon côté, supporter des Patriots, mais la re-signature d'Alaric Jackson, je pensais vraiment qu'il allait atteindre la free agency, qu'il allait avoir un très gros contrat. Très gros contrat, on peut estimer qu'il l'a eu parce qu'il va toucher 19 millions, mais je pense qu'il aurait pu avoir plus en tapant la free agency quand tu vois qu'un mec comme Dan Moore, qui est un bon tackle gauche, qui a signé du coup chez les Titans, mais qui est quand même un peu moins bon que Jackson, et qui a plus de 20 millions l'année, je me dis qu'il aurait pu avoir un plus gros chèque. Écoute, il a voulu garder la continuité dans une équipe qui fait très régulièrement les playoffs, et qui sera de toute façon constamment un contender tant qu'il y aura Stafford, tant qu'il y aura McVay. Bien lui en a pris, hein, Jackson, on verra la saison. Et sinon, voilà, des petites retouches. Je suis triste de la perte de Demarcus Robinson, mais bon, il va chez les Niners, que j'apprécie aussi, donc ça va. Mais voilà, et puis la signature un peu sur le gong d'Adams. Tu rajoutes, voilà, tu remplaces en fait Cooper Kupp avec un joueur qui a l'air moins cramé et qui va apporter peut-être plus sur le terrain pour épauler Puka Nacua. Nacua, il a appris des choses avec Cooper Kupp, il va maintenant en apprendre avec Davante Adams. Et en coureur de tracé, c'est l'un des meilleurs. Je trouve ça effrayant. Ouais, moi aussi. Puka Nacua va être terrifiant l'année prochaine, je le sens. Ouais, je suis d'accord. Déjà que le mec est trop fort, même quand il est tout seul sur le terrain, alors là... Ouais, je sais pas ce que t'en penses du coup, Alexandre. Peu de moves, mais est-ce que t'es convaincu? Est-ce que tu penses que ça répond bien à ce dont avaient besoin les Rams? Oui, solide, très solide leur off-season, en tout cas là, sur la free agency. J'aime beaucoup la signature de Poona Ford. Tu perds Bobby Brown, qui était un defensive tackle qui est parti aux Panthers, et que tu signes un Poona Ford qui était titulaire aux Chargers, qui fait vraiment du bien chez eux sur l'intérieur de la D-line, qui était un gros problème chez eux depuis des années. Tu le signes pour 3 ans, 10 millions. Je trouve que ça va être un excellent complément de Braden Fisk, qui est plus un peu ce pass rusher sur l'intérieur. Et moi, j'aime beaucoup la signature de Davante Adams. Hein. Bon, ça c'est mal fini chez nous aux Raiders, mais bon, ça reste quand même un receveur qui te cale une saison à 1 milliard avec des deux équipes qui étaient en continuel dysfonctionnement. Donc, très très bonne signature. Je trouve que c'est très complémentaire également de Puka Nacua. Et puis, ça va diversifier un peu l'offense des Rams. Et je pense que attirer un petit peu de la concentration des défenseurs sur un profil à l'extérieur plutôt que vraiment un mec, vraiment blinder le slot comme ils faisaient les adversaires avec ce qu'ils avaient avec Cooper Kupp et Puka Nacua, qui sont plus vraiment des joueurs sur le slot. Avoir un mec à l'extérieur, une présence à l'extérieur qui monopolise l'attention des défenseurs, je trouve que c'est toujours intéressant. Et la re-signature, tu en as parlé, à Alaric Jackson, c'est très bien. Tutu Atwell, peut-être un peu cher, 1 an, 10 millions, je trouve ça un peu cher pour ce qu'il a montré. On verra s'ils ont eu raison, et en tout cas, il y a une place à prendre avec le départ aussi de Cooper Kupp, donc pourquoi pas. Et le trade de Jonah Jackson, qu'ils ont pas véritablement remplacé, en tout cas, selon moi. Peut-être à la draft, où on verra ce qu'ils font un petit peu. Mais en tout cas, leur line reste quand même une valeur sûre, on va dire, de la ligue. Hein. C'est pas élite, mais c'est pas non plus catastrophique. Donc, Matthew Stafford reste aussi dans l'équipe. Ça aussi, c'était un peu une des questions. Je sais qu'à un moment, les Raiders étaient un petit peu dessus.
Mais en tout cas, leur équipe va toujours être compétitive. Ils se sont renforcés. Pas des gros moves vraiment splashy, ou en tout cas, Davante Adams, c'est plus aussi flashy que ce que c'était il y a quelques années. Mais en tout cas, je trouve que c'est solide et ils se sont renforcés. Donc, c'est le principal. Ça manque juste d'un petit tight end, tu vois, pour être vraiment pour nos telles américaines, sur du A+. Parce que là, actuellement, Tyler Higbee, Colby Parkinson, voilà. Je pense que tu peux trouver mieux sur le marché. Il y avait à un moment donné un Evan Engram qui était dispo. Ça n'aurait clairement pas fait tâche d'essayer de le ramener à Los Angeles. Peut-être qu'ils ont essayé d'ailleurs. Mais sur le côté offensif, c'est juste le côté un peu négatif que je pourrais donner sur la free agency. Maintenant, il reste la draft et ils ont un petit peu plus de pics que d'habitude. Et on a vu sur les 2-3 dernières saisons comment ça draftait très, très, très bien. Donc voilà, ils vont potentiellement pouvoir aussi rajouter du talent quasiment jour 1 par ce biais-là. Ouais, et pas qu'au premier ou deuxième tour. Hein. Ouais. Là où d'habitude les équipes, on est toujours là à se dire bon, ok. J'ai sous les yeux les 3-4 dernières drafts. Ouais, c'est violent. Hein. Franchement, c'est extrêmement violent. Les mecs font des cartons pleins très régulièrement. Hein. Ils vont chercher des mecs que personne n'attend. Donc, je pense que leur scouting department est vraiment incroyable. Et la seule fois où ils ont un premier tour, ils vont chercher le rookie défensif de l'année avec Jared Verse. Ouais. Voilà, tu vois, donc tu sais que ça prend des valeurs sûres quand ils ont des choix hauts, et puis ça prend les petites pépites au tour d'après. Ouais. Les Rams seront toujours dangereux. Dernière équipe qui va être du côté de nos gagnants en NFC. Et là, je sais que je vais être un petit peu clivant puisque tout le monde n'est pas si haut que ça sur ce qu'ils ont fait. Mais moi, je mets les Panthers du côté des gagnants. Je mets les Panthers, ça a beaucoup critiqué le contrat de Jesse Horn, et je suis d'accord, 100 millions sur 4 ans, c'est cher parce qu'il est régulièrement blessé, mais le talent est là, t'es une équipe qui n'est pas toujours attractive, est-ce que si tu vas chercher un joueur qui vient d'une autre équipe, tu le payes pas aussi cher? T'as un mec qui a pas besoin d'adaptation puisqu'il est déjà là. Donc voilà, t'overpay un peu, mais en même temps, t'es en reconstruction et si ça se passe mal, t'es pas non plus sur un joueur qui a absolument aucune valeur. Autour de ça, j'aime beaucoup la prolongation d'Andy Dalton. Je trouve qu'on n'a pas assez en tête le rôle qu'il a eu de mentor auprès de Bryce Young. Faut quand même rappeler la saison dernière, Bryce Young débute. C'est catastrophique. Andy Dalton prend le poste de titulaire pour quelques matchs, le temps que Bryce Young se remette la tête à l'endroit. Les passations, dans les deux cas, se sont fait hyper bien. On voyait, alors après, oui, on nous montre les images qu'on veut, mais j'ai quand même l'impression que la connexion entre les deux était vraiment, vraiment bénéfique, que ça a vachement aidé Bryce Young. Et je trouve ça hyper bien de garder ce mentor à ce tarif-là, sachant qu'en plus, si tu as une blessure, il peut toujours jouer et rendre des petits services. Hein. Andy Dalton, c'est le genre de doublure qui est très bien. Et si la partie prolongation a pu questionner, moi, j'aime beaucoup les signatures. Pas mal de petits moves malins. On a évoqué le nom de Bobby Brown il n'y a pas longtemps. Trevon Moehrig, je trouve franchement très bonne pioche. Rico Doodle, tu sais que j'ai perdu le nom de leur rookie de cette année qui est blessé. Jonathan Brooks. Jonathan Brooks, voilà, on sait que probablement il va pas jouer la saison prochaine. Tu rebondis hyper vite en allant chercher un Doodle, une seule année, 6,5 millions, c'est pas très engageant. Patrick Jones, bonne pioche. Rose Boom, voilà, 1 an, pas un risque pris aussi. Je trouve que ça a travaillé de façon assez maligne, ça a gardé le talent, notamment chez Jesse Horn. Je peux comprendre ceux qui ont le bémol sur le tarif, mais moi, dans l'ensemble, je comprends la stratégie et j'adhère à 2000%. PA, qu'est-ce que t'en penses? J'avais hésité à les mettre aussi en gagnant. Ok. Pour différentes raisons. Je te rejoins à moitié sur Jesse Horn, dans le sens où il a été blessé les 3 premières saisons, notamment la première et la 3e. Et les dernières, il fait quasiment une saison pleine. Il loupe, avec des très gros guillemets, que 2 matchs. Donc, c'est un pari en se disant potentiellement les blessures sont derrière lui. Maintenant, c'était le moment de le signer parce que tu vois le contrat qu'a pris Derek Stingley sur 3 ans à 30 millions l'année.
Tu sais que ça va augmenter. Il va y avoir derrière Sauce Gardner, il va y avoir Christian Gonzalez qui vont passer aussi à la banque. Et c'est des mecs qui vont probablement toucher plus de 30 millions. Donc, il fallait faire ce move dès maintenant, en fait, pour les Panthers. Quitte à prendre le risque, effectivement, pour lequel il y a toujours des risques de blessure pour lui. Trevon Moehrig, j'aime bien le joueur, mais je trouve trop cher payé. Quand tu vois d'autres safety que moi j'estime, notamment Javon Holland, que j'estime meilleur que Moehrig et qui prennent moins, celui-là, il était un peu surpayé. Maintenant, j'ai bien aimé le retournement de situation qu'il y a eu pour Melton Williams, où ça aurait pu un petit peu les couler, parce qu'ils étaient vraiment dessus, et clairement, le stylo était dans les mains de Williams, il était prêt à signer, et finalement, il y a eu un retournement de situation. En 2 heures ou 3 heures de temps, ils ont réussi à se retourner, ils ont signé Bobby Brown et Tershawn Wharton. Alors, j'étais surpris du montant de Wharton, mais je pense qu'il y avait du monde sur le coup. Moi, je voyais plus signer sur un contrat à 5-6 millions, et en fait, il prend quasiment 15 millions. Donc, je pense que c'est moi qui avais une très mauvaise vision du talent du joueur et de ce qu'il pouvait apporter, même si, justement, je le trouvais talentueux, mais je ne pensais pas autant. Tant mieux. C'est la meilleure saison cette année, quoi. Donc, ouais, c'est ça. C'est ça. Et voilà, finalement, ils ont gardé de l'argent en ne signant pas Milton Williams. Ils les ont utilisés en signant 2 autres joueurs sur la ligne défensive, qui sont des très bons joueurs, qui vont leur apporter également dès le premier jour. Donc ça, c'est top pour eux. J'espère pour eux que Derrick Brown va revenir aussi correctement de sa blessure. Mais en fait, le point faible qui était le leur défensivement, notamment sur le run-stop l'année dernière, il me semble, ça a été vraiment, vraiment bien considéré par le front office durant la free agency. Donc, c'est malin. Il manque pour moi, malgré tout, des très bons linebackers. Oui. Quand tu commences ta saison avec Clowney, Jewel, Roseboom ou un homme, je suis pas ultra serein pour eux. Mais par contre, la D-line est top. Et le backfield défensif, il est mieux. Il y a encore quelques incertitudes, mais il est mieux que l'année dernière. Donc, en fait, tu risques... je pense qu'ils vont se prendre moins de points que l'année dernière et moins de yards que l'année dernière. Et offensivement, il y a des chances qu'ils en mettent un petit peu plus que l'année dernière si Bryce Young commence la saison comme il l'a terminé. Donc, au final, ce qui va jouer pour eux, ça va être le début de saison. Et s'ils sont allés à l'équilibre au bout de la 8e journée en 4-4 ou s'ils sont même en positif, ça peut être cool pour eux. Alexandre, je te laisse compléter sur les Panthers. Moi, je vais faire rapide parce que tout a été dit. Je suis plutôt d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je trouve qu'il y a quand même, pour moi, vraiment les moves vraiment intéressants, c'est Horn, la signature de Jesse Horn et le fait d'avoir rebondi après le petit coup derrière la nuque que tu t'es pris avec Milton Williams qui n'a pas signé. Tu arrives quand même à avoir de la rotation sur la D-line. Tu sais que tu as le retour d'Eric Brown qui t'a manqué quasiment toute la saison dernière et qui va vraiment faire du bien sur la défense contre le run-stop. Tu as vraiment trouvé un pass rusher comme Tershawn Wharton à l'intérieur de la D-line qui te faisait défaut également, depuis que Derrick Brown également n'était plus là. Et on sait très bien, comme on a vu cette année quand il était avec Christian Jones, qui a été vraiment excellent cette année. Je trouve par contre il y a quelques petites signatures un peu... une resignature notamment de Toby Tremble, je trouve à 2 ans, 16 millions. Pour un tight end 2, je trouve ça un peu cher. Brady Christensen, je trouve c'est bien par contre, et c'est un bon tarif. La re-signature d'Andy Dalton, vous en avez parlé, c'est très intéressant. C'est vraiment, si on peut résumer les Panthers, c'est quand même une équipe qui s'est renforcée au global sur cette free agency. Ils n'ont pas fait des moves non plus flashy avec une grosse signature ou quoi que ce soit. Peut-être c'est Trevon Moehrig la plus grosse signature. Sur le poste. En plus, il est un peu jeune, donc tu sais qu'il a encore un peu du talent. Moi, je l'ai vu pendant des années aux Raiders. Il a été intéressant, il a eu des hauts et des bas, mais... on ne voulait pas s'aligner sur ce tarif-là, donc c'est un peu de l'eau des équipes vraiment mauvaises qui doivent surpayer des joueurs pour s'améliorer, malheureusement. Donc c'est soit tu prends ce risque ou tu ne le prends pas, mais les Panthers ont fait le choix de le faire, et puis en plus avec la re-signature de Jaycee Horn, enfin l'extension en tout cas de Jaycee Horn, je trouve que derrière tu commences à avoir un petit backfield défensif qui commence à être intéressant et jeune. Par contre, je trouve quand même que sur le poste de wide receiver j'ai encore un petit peu des réserves. Alors, ça va sûrement peut-être drafter, on ne sait pas, mais on sait que l'année dernière, ils ont mis un premier tour un début de deuxième tour sur Xavier Leggett, qui était donc, un premier. C'est un premier, ouais. C'est un premier. Ouais, ils ont trade up pour le prendre. Ils avaient trade up, ouais. Et qui, du coup, je trouve, n'a pas encore répondu aux attentes. Et à la limite, on va même dire qu'un Jalen Coker, je ne sais même pas s'il a été drafté chez eux, a vraiment encore plus explosé. Donc ça, c'est les bonnes petites nouvelles. Mais bon, on a Adam Thielen qui est vieillissant. Alors même, il reste encore performant, mais
mais tu sais que tu vas avoir besoin d'amener un peu de la viande sur ce secteur-là. Donc, il reste encore pas mal de besoins. Je trouve aussi le poste de Edge. Edge, c'est très compliqué encore. Parce que l'intérieur de la D-line, tu l'as renforcé, c'est bien, mais sur les postes extérieurs, Jadivion Clooney, JJ Wonum, c'est très léger, tu en as parlé. Patrick Jones va pas non plus te faire des miracles sur l'extérieur. Donc, moi, je pense aussi que ça peut être une position à la draft qu'ils adressent assez tôt. Donc, ça va être intéressant de voir sur quoi les Panthers vont aller, enfin, dans quelle direction en tout cas ils vont aller. Mais au global, si on peut résumer, c'est qu'ils sont quand même renforcés sur cette off-season. Ouais, et puis ce qui est, je pense, très très important à préciser et à garder à l'esprit, c'est qu'on est sur une équipe qui est toujours en reconstruction. Voilà. On est assez exhaustif sur ce qui manque encore, mais de toute façon, on n'est pas là à attendre que les Panthers jouent les playoffs la saison prochaine. Ils pourraient, hein, avec la gueule de leur division, mais très clairement, il y a encore des étapes à passer. Et en tout cas, le constat, c'est on ressort un peu plus fort. Il nous reste les perdants. Et c'est assez drôle. J'ai eu du mal à trouver des gagnants. Par contre, les perdants, j'en avais plein le nez. Vraiment, je n'avais que l'embarras du choix. On va enchaîner, Alexandre. On va enchaîner avec toi. Tu as mis une équipe dans les perdants. C'est assez rare que le front office gère mal ce genre de période dans cette franchise, je trouve. Je te laisse parler des Niners. Exactement, les San Francisco 49ers. J'ai pas vraiment compris ce qu'ils ont essayé de faire cette intersaison. Enfin, j'ai compris un petit peu ce qu'ils ont essayé de faire. Et en tout cas, ils ont essayé de dégraisser, on va dire, l'effectif. Il y avait une grosse masse salariale, beaucoup de gros contrats. Ils ont lâché des Javon Hargrave, Leonard Floyd, et des tradés des Deebo Samuel, par exemple, pour vraiment se délester sur de la masse salariale. Et bon, quand tu regardes, c'est bien beau de vouloir dégraisser, mais quand tu regardes l'effectif et les ajouts, les signatures, parce qu'ils ont quand même ajouté pas mal de joueurs. La plus grosse signature, c'est un tight end numéro 2, Luke Farrell, qui était aux Jaguars, 3 ans, 20 millions sur la totalité de ces 3 ans. Moi, je trouve que ça fait très cher le tight end 2. J'en ai parlé juste avant avec Carolina, mais en tout cas, il y a des tight ends qui prennent moins de 8 millions par an. Ils sont tight end numéro 1 dans leurs équipes. Là, lui, il va prendre 8 millions par an sur 3 ans. Je trouve que c'est un peu cher. Et aller chercher, pareil, des Marcus Robinson. Alors, oui, il a fait une bonne saison aux Rams, mais je me demande c'est quoi le projet avec tes autres wide receivers. Alors, tu as toujours la question sur Brandon Ayuk, tu as le développement de Pearsall. Tu avais signé un Jacob Cowing à la draft l'année dernière. Je me demande si ça vient pas amputer un petit peu sur son développement. Tu as du Jawan Jennings aussi qui a fait une très bonne saison. Donc, je sais pas si vraiment il va avoir une opportunité de s'exprimer. Et pour moi, vraiment, les grosses pertes aussi, on n'en a pas parlé à la free agency, enfin, j'en ai pas parlé encore, mais c'est Talanoa Hufanga et Dre Greenlaw que tu n'as pas signé, qui sont partis chez les Broncos, dont on a déjà parlé dans une vidéo précédente. Mais tu les as pas remplacés selon moi, ou en tout cas, tu as essayé de les remplacer sur des joueurs avec des contrats un peu cheap d'1 an, qui étaient un peu des mecs sur la practice squad ou des rotations dans d'autres équipes. Quand je regarde sur les safety, tu es allé chercher Richie Grant, qui était aux Falcons, un ancien deuxième tour de 2021, qui a jamais vraiment répondu aux attentes et qui s'est fait bencher sur ces dernières années. Et un Jason Pinnock qui, pareil, c'est plutôt de la rotation à ce niveau-là. Donc non, moi je dirais le seul point positif en vrai que j'ai sur cette free agency, enfin j'en ai deux, ce serait Mac Jones et Kyle Juszczyk que tu as signé. Mac Jones que tu as signé, qui est en provenance des Jaguars, hein, je trouve sur un bon tarif aussi. Donc en backup, pourquoi pas, et sachant que Kyle Shanahan le voulait déjà selon les rumeurs durant sa draft, la draft de Trey Lance. Donc non, moi je trouve c'est un peu compliqué. Enfin en tout cas, je trouve vraiment qu'ils sont ils sont pas renforcés, qu'ils sont vraiment perdus en qualité sur l'effectif, et que l'année prochaine, en tout cas, enfin quand tu regardes la D-line et notamment l'intérieur de la D-line, c'est très très compliqué. Tu regardes l'intérieur de la D-line, honnêtement, il y a des joueurs, je sais même pas si on les connaît. Attendez, je vais la citer, mais c'est Jordan Elliott, Kevin Givens, Evan Anderson et Kalia Davis. Honnêtement, moi, j'ai jamais entendu parler de ces gars-là, ou vraiment, enfin, c'est vraiment compliqué. Donc pour moi, je pense que ça va être un poste qui va être adressé assez tôt à la draft. Mais pour moi, pour le moment, c'est vraiment des perdants de cette NFC en tout cas.
Franchement, les noms sur la D-line, tu me dis que ce sont des personnages dans Stargate SG1, je te crois. Hein. Franchement, clairement, ouais. C'est parce que c'est Anderson. Ouais, exactement. Richard Dean, quoi. Ah là là. On a la ref. Ah, bien sûr. PA, c'est Niners, pareil, un peu sceptique, ou tu comprends où est-ce que ça essaye d'aller? Tout pareil qu'Alexandre. Je comprends où ils veulent aller. Maintenant, ça m'empêche pas d'être sceptique. Enfin, je comprends où ils veulent aller, mais ils sont quand même largement affaiblis. Et si ton objectif, c'est de dire, bon, de toute façon, il faut qu'on paye Purdy et on va compenser par la draft. Alors, ok, ils ont plus d'une dizaine de picks. Parfait. Par contre, il faut regarder les dernières drafts, quoi. Alors, celle de l'année dernière, elle tient la route, on va pas se mentir. 2023-2022, je pense qu'il y a quasiment plus aucun joueur qui sont dans les effectifs actuellement, quoi. Enfin, c'est flippant. Donc, on avait ce laïus-là de dire, ouais, les Niners, ils arrivent à bien drafter. Ouais, les gars, regardez celle de 2023-2022, c'est très moche, hein, sincèrement. Voilà, à côté de ça, je sais pas trop ce qu'ils vont faire d'Ayuk. Pour la rigolade, on avait vu on avait vu un possible trade en voyant du coup Ayuk qui est le choix 11 plus un autre pick contre le choix 4 des Patriots. Comme par hasard aux Patriots. Non, mais je me dis que de plus en plus, ça serait cohérent parce que, comme le disait Alexandre, au niveau de la D-line, c'est très très faible. Et en 4, je pense que tu as un joueur que tu peux avoir en D-line que tu n'auras plus en 6. Parce que les Jaguars, eux, ne vendront pas leur 5 et je pense qu'ils prendraient Mason Graham. Donc, s'ils veulent se renforcer dès le premier jour sur la ligne défensive, ils sont obligés de monter en 4. C'est pour ça que pour moi, je le prends à la rigolade parce que je ne pense pas que ça se fera, pardon. Mais si ça se fait, je ne serais pas non plus totalement étonné parce qu'ils ont un réel besoin là-dessus. Ils ont, pour le coup, eux, plutôt bien drafté sur le poste de receveur sur les dernières années. Donc, au moins, tu sais que les squads, même s'ils perdent Ayuk, oui, elle s'affaiblit, mais il y a du monde derrière. Ouais, le reste de l'escouade, la ligne offensive, elle s'est quand même bien dégarnie, je trouve. La D-line, c'est pareil. Ils ont encore des bons joueurs dans le backfield défensif parce que ça reste des jeunes joueurs. J'avais loupé l'info, mais Jason Pinnock, du coup, des Giants a signé là-bas, ce qui est plutôt un bon safety, à un prix tout à fait raisonnable. Donc, c'est bien, ils ont tenté des petits coups aussi, pas trop chers. On sent vraiment qu'ils préparent le terrain pour re-signer Brock Purdy. Ouais, bah je vous rejoins. Je valide pas du tout la stratégie, même si je comprends qu'il faille s'aligner. Déjà, je trouve que c'est un pari risqué de céder autant de talent dans un roster pour éventuellement signer ton quarterback, parce qu'au bout d'un moment, s'il manque d'armes et que le reste de l'équipe tient pas la route, voilà. On parle quand même d'un joueur qui vont vouloir re-signer à long terme, qui n'est plus exactement sur la même timeline que CMC. Et quand on voit l'importance de McCaffrey dans cette attaque et de la O-line, tout le monde n'est pas tout jeune non plus, quoi. Trent Williams, il n'est pas au début de sa carrière. Donc, en fait, je trouve que les timelines correspondent mal. Eux, très clairement, je le dis, les Niners, ils ont raté leur fenêtre de titre. Ils sont allés au Super Bowl. 2 fois, ils n'ont pas réussi à le gagner. Ça ne va pas se représenter tout de suite. Et je ne suis pas sûr que l'avenir, moi, soit dans les mains de Purdy. Je pense qu'ils se sont trompés. Je pense qu'il y avait moyen d'étendre cette fenêtre. Comment, je sais pas, j'aurais peut-être gardé du talent, récupéré des assets en échange de Purdy, enfin. Après, on va encore dire que je suis du joueur avec Purdy, et pourtant, je me rends compte que ça peut être un très très bon joueur. Hein. Mais là, en fait, c'est quoi l'avenir des Niners? Très clairement, ils sont pas du tout candidats au titre. Ils sont très très loin d'être en reconstruction. Surtout s'ils mettent un gros chèque à Purdy. Mais derrière, s'ils mettent un chèque à Purdy, que Ayuk finit par partir, que McCaffrey finit par partir, c'est quoi? C'est t'espères une hyper bonne pioche au poste de running back pour le système Shanahan. T'espères que Pearsall émerge et que derrière tu redraftes bien. Même Kittle, ça avance. Juszczyk, ils l'ont bien re-signé, ça c'est cool, mais enfin, ouais, ça me fait pas rêver. Et puis la défense, ok, il y avait des gars qui se blessaient, il reste encore un peu de talent, mais ouais, il y a Bossa, il y a Warner qui est encore là. Mais je trouve que ça s'est affaibli, quoi. Si on compare les rosters, là, on prend les rosters des 4 dernières années,
on est loin d'être au prime de ce qu'ont pu faire les Niners. Je suis pas fan du tout de leurs calculs, vraiment. Moi, je Et pense surtout- que si je peux me permettre Ouais, de t'interrompre bien sûr. à ce sujet, moi, je pense qu'ils vont essayer de faire un peu comme font les Rams, en fait. Et quand les Rams ont eu leur fenêtre Super Bowl et qu'ils ont eu une saison down avec les blessures, ils ne sont pas dit on va essayer de la réouvrir cette fenêtre tout de suite l'année prochaine. Je pense qu'ils se sont dit ok, vous allez voir, on va essayer de maximiser des talents à la draft, on va arrêter de trade nos first picks. On va essayer vraiment de rajeunir un peu l'effectif en tradant des joueurs, genre Jalen Ramsey, ce genre de gars. Il y a eu la fin de carrière aussi d'Aaron Donald. Donc, tu vois, la masse salariale se dégraisse. Et je pense qu'il y a toute cette volonté en fait, de rajeunir vraiment l'effectif et de repartir sur un cycle nouveau. Et on l'a vu l'année dernière, hein, ça peut tourner très vite. Alors, certes, ils ont eu un peu de chance et un peu de flair aussi d'aller chercher des bons coups à la draft. Mais je pense que les 49ers sont un peu dans cette logique de vouloir dégraisser pour renclencher un cycle autour de jeunes joueurs. Et je pense que là, cette année, je crois qu'ils ont quasiment la plupart de leurs pics. Et c'est pas impossible qu'ils soient actifs, ce soit en trade down ou en trade up, pour aller chercher un jeune talent. Donc, je serais pas non plus, je les enterre pas pour l'année prochaine. En tout cas, on verra la draft. Hein, mais je pense que ça peut être intéressant et je pense qu'ils vont se baser un petit peu sur ce qu'ont fait les Rams, qui est un exemple à suivre pour beaucoup d'équipes NFL aujourd'hui. Tu vois. Sauf que PL l'a très bien dit, hein, les deux dernières drafts, elles sont pas non plus incroyables côté Niners, là où les Rams. Celle de l'année dernière, si, elle est vraiment bonne. Ouais, mais 2024, elle est pas mal. Elle est pas mal. Ouais, 2022-2023, tu disais. Ouais, 22-23, c'est charmé. Hein. Ouais, là où super garde cette année, par exemple, tu vois, Dominique Pougny, on n'en a pas parlé, mais qui est vraiment un leader, enfin qui va être vraiment devenu, je pense, une des pièces maîtresses sur la O-line dans les années à venir. Donc, il y a pas mal de petits joueurs sympas, même dans le backfield défensif, ils ont plein de jeunes. Ça demande qu'à exploser tout ça, donc faut pas les enterrer, mais c'est vrai que moi, c'est surtout la D-line qui me pose vraiment question. Ils l'ont vraiment pas renforcé, donc ça va être intéressant de suivre ce qu'ils vont faire. Voilà, je continue les takes, mais pour moi, les Niners ne feront pas les playoffs la saison prochaine. Vous pouvez clipper ça aussi. Allez. Bah, en vrai, on le met en perdant et Alex, il pouvait pas participer, mais lui a mis les Seahawks en gagnant. Moi, j'ai mis les Rams, donc automatiquement, oui, c'est vrai que les Niners apparaissent quasiment comme la troisième force de cette division, avec encore une fois les Cardinals bon dernier. Heureusement qu'il y a les Cardinals pour aviser la galerie. Mais attention, pas dormir dessus non plus, hein, parce que ça peut vite changer. Il y a du talent chez les Cards. Ouais. C'est fou, en une saison et un petit peu plus, le downfall, je dirais, des Niners. Alors attention, parce qu'on les voyait très haut la saison dernière, au final, ils se sont un peu ramassés. Là, on les voit beaucoup plus bas. Est-ce que c'est pas justement l'année où il va y avoir une nouvelle énergie parce que ça va des jeunes joueurs et tout, mais compliqué. La off-season de leur côté était très compliquée, je trouve. Moi, je le dis, pas de playoff, fin de cycle pour Shanahan. Voilà, c'est la grosse hot take. Brock Purdy n'est pas renouvelé, McCaffrey retraite. Si, parce que même si ça marche mal, c'est là où tu fous 60 millions sur un QB et où tu es bloqué avec lui. On aura le temps d'en parler quand je parlerai de mon perdant. PA, je vais te laisser parler de ta franchise. T'as tellement teasé que t'aurais pu enchaîner. J'avoue que j'ai envie de me faire plaisir. Je garde le meilleur pour la fin. Moi je pars sur les Falcons. Les Falcons qui avaient quand même un petit peu de salary cap, mais qui ont perdu des joueurs assez importants. On l'a évoqué déjà, Grady Jarrett, oui, qui arrivait sur du 32 ans, mais qui restait quand même une pierre angulaire de la D-line et de la défense de manière globale, qui n'était pas les meilleurs pour mettre la pression en plus sur le quarterback adverse. Donc, tu enlèves l'un des meilleurs joueurs de ce côté-là. Tu enlèves le centre, Drew Dalman. C'était aussi un petit peu attendu parce qu'il a demandé un gros chèque. Et, Alexandre en a parlé justement au niveau des Bears. Finalement, il n'a pas pris un si gros chèque que ça. Quand tu es un des meilleurs centres de la ligue et que tu prends 14 millions l'année, on peut considérer que c'est un peu une petite ristourne. Eddie Goldman, c'est un peu la même chose. C'est un mec qui était titulaire ou dans la très grosse rotation. Et au final, tu le perds parce qu'il part aux Commanders. Les ajouts derrière ne m'emballent pas non plus. Divan Diablo, le linebacker des Raiders, c'est moyen plus. Leonard Floyd, le edge des Niners, qui a fait beaucoup d'équipes, c'est pareil, il a 33 ans, il arrive en fin de parcours. C'est bien, ça t'apporte de l'expérience, mais est-ce que ça va t'apporter des sacs, et qui était quand même l'un des plus gros points faibles de cette défense et de cette équipe en général? J'ai un doute là-dessus, et en fait, ça ne s'est pas amélioré défensivement, ça s'est un peu affaibli offensivement.
sur une équipe qui a fini la saison quand même extrêmement difficilement malgré la titularisation de Michael Penix. J'ai du mal à être très positif sur la free agency et sur la prochaine saison. On attendra la draft, mais en tout cas, après la free agency, ils s'en sortent pas grandis, je trouve. Et on peut faire le parallèle avec les Panthers. Moi, j'ai eu l'impression que les Panthers se sont plus rapprochés des Falcons que les Falcons se sont rapprochés des Buccaneers. Ouais, totalement d'accord. Alexandre, je vais te poser une question. J'aime bien parfois sortir un peu des sentiers battus. J'étais sur la depth chart. Est-ce que tu penses que Kirk Cousins est un candidat au trade avant le début de la saison, puisque il y a des équipes qui vont être déçues, hein. Aaron Rodgers, malheureusement, ne peut pas signer partout. Est-ce qu'il y a une équipe là capable d'aller chercher Kirk Cousins et peut-être que les Falcons du coup récupèrent un asset, un joueur, quelque chose qui peut se réinvestir d'ici à la draft ou en cours de saison prochaine? Moi, j'ai vraiment du mal à le voir se faire trade et en fait avoir une équipe qui va récupérer son contrat en fait. Je pense que malheureusement en fait les Falcons vont manger du dead cap sur leur contrat, ils vont devoir le cut, hein, et que derrière il va atterrir dans une équipe qui va le mettre en concurrence, hein. On verra avec ceux qui restent entre Giants, Steelers, voire Vikings avec le développement de McCarthy, on ne sait pas encore. Pour un retour à la maison peut-être, on ne sait pas. Mais non, en tout cas, non, je pense que ouais, un cut semble vraiment probable et j'ai vraiment du mal à voir une équipe aller chercher sur un trade, hein. Cut, c'est compliqué, hein. Si tu le fais avant le 1er juin, tu te prends 75 millions de dead money. Ouais. Si tu le cut après le 1er juin, c'est 50 millions. Je pense Donc, qu'ils après, ils peuvent étaler trade- le dead cap sur plusieurs années, hein. Je pense que c'est la solution qu'ils vont faire. Je pense que je te pose la question, mais en vrai, maintenant que j'ai le détail du contrat, je pense qu'ils vont le garder en backup de Penix cette année et je crois comprendre qu'ils ont une potentielle sortie en 2026 qui leur mettrait 45 millions de dead cap, qui est, je pense, ce qu'il y a de plus acceptable, sachant que Penix sera encore en contrat rookie. Ça se tente. Après, dans tous les cas, eux, leur principal objectif, je pense, c'est de développer Penix, hein. Ouais. Ils ont vu qu'ils se sont foirés sur Cousins, donc dans tous les cas, au moins ils ont quand même une bonne O-line et des bons skills players, donc le développement de Penix passe par là, et puis il est en tout cas bien entouré pour faire une bonne saison. En tout cas, on a vu des flashs intéressants l'année dernière, et je pense que c'est un joueur qui, même s'il est un peu plus vieux que la plupart des jeunes joueurs, jeunes QB de deuxième année habituellement, ça reste quand même un joueur avec du talent et qui va pouvoir, je pense, montrer ses qualités en tout cas l'année prochaine. En tout cas, surprenant, hein, Kirk Cousins, le mec a gagné un match de playoff en 15 ans. Quelle surprise que ce soit un échec! Ouh là là, on s'y attendait pas du tout. Après, à chaque free agency, c'est le gars, il y a quasiment personne sur son poste et ça devient le meilleur quarterback disponible. Du coup, il chope à chaque fois le meilleur contrat. Ouais. Son agent, franchement, il est, faut vraiment l'augmenter, hein. S'il n'a toujours pas été augmenté, là, faut l'augmenter, hein. Autre agent qui mérite une très très grosse commission. Autre équipe qui a signé un contrat désastreux à son quarterback et qui maintenant se retrouve dans une situation très très compliquée, mais perdant. Du côté de la NFC, bien sûr, le gros carnaval des Dallas Cowboys. Je ne comprends pas ce qui se passe. Ils sont allés chercher des trades, 2 petits trades. Khair Elam des Bills et Kenneth Murray des Titans. Pour avoir vu jouer Kenneth Murray chez les Titans, je peux te dire que j'étais prêt à envoyer Kenneth Murray et à donner un pick en plus si les Cowboys voulaient le récupérer. Vraiment, trader pour ce genre de joueur, je ne comprends pas. Les prolongations, bon, il y a des bons petits joueurs. Après, les tarifs sont à discuter. Les signatures, il n'y a rien. Les mecs ont signé des running backs. Ils ont perdu Doddle, ils ont signé des running backs. Ils ont pris Javonte Williams, Miles Sanders. Ils ont pris tous les mecs que les autres équipes ne voulaient plus. Je ne comprends pas. Je trouve qu'il n'y a absolument rien de bon dans cette équipe. Je ne comprends pas où est-ce qu'ils veulent aller. On parle d'une équipe, il y a 2-3 ans, on se disait, OK, si les jeunes joueurs défensifs passent un cap, t'as un receveur comme CeeDee Lamb, Dak Prescott, il y a quand même du talent, même si, oh là là, comme Kirk Cousins, ça ne peut pas gagner un match de playoff. On se disait, bon, il y a un petit quelque chose. Là, le roster, je le trouve dramatique.
Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Il y a des joueurs de talent, sauf qu'il n'y a aucune ligne directrice. Et en fait, ce manque de ligne directrice, cette sorte d'entre-deux où tu te retrouves bloqué parce que tu as donné 60 patates l'année à Dak Prescott, elle se ressent là sur cette free agency où tu ne peux faire aucun move intéressant alors que tu sors d'une saison décevante. Franchement, on parlait de certains trous qu'il y avait. Bon, Dodell était le seul joueur qui faisait tourner cette attaque. Ils sont incapables de pouvoir le prolonger. Au lieu de ça, ils préfèrent ajouter Javonte Williams, Miles Sanders. Mais pour le même prix en plus. Ouais, pour le Javonte même prix. Williams, c'était le Mais même oui. prix, alors qu'il a beaucoup plus d'historique de blessures. Miles Sanders, on va pas non plus refaire l'histoire de joueur, mais c'est quand même un joueur qui a vraiment eu des gros contrats et qui a jamais prouvé sur ses contrats. Mais après, moi, en soi, je trouve qu'il y a en fait, c'est des bonnes rotations, les ajouts qu'ils font. Ouais. Hein. Peyton Turner, Solomon Thomas, Dante Fowler, Robert Jones. Ils ont fait un banc. Ces Ils ont petits un gars-là, beau banc. c'est des mecs qui vont jouer, tu vois, c'est des gars de rotation, c'est pas mal, mais ça manque de clinquant, tu vois. C'est vrai que c'est un peu dommage, alors que ça manque de grosses signatures, de vrais mecs qui peuvent upgrade ton roster. Et c'est vrai qu'il aller chercher des Kyrie Lamb et des Kenneth Murray, c'est des mecs qui n'ont jamais prouvé qu'ils pouvaient jouer à un niveau titulaire en NFL. C'est un peu compliqué. Même pour moi, à la limite, le meilleur move de ton off-season, c'est Osa Odigizua qui a vraiment émergé comme l'un des principaux joueurs qui peut aider Micah Parsons sur le front défensif. Donc, moi, à partir de là, c'est vrai que c'est un peu... Je les mettrais pas non plus exactement en vrai perdant parce que... hormis Demarcus Lawrence, j'ai pas non plus l'impression qu'ils ont perdu tant de joueurs que ça, mais ils sont pas non plus renforcés, donc c'est un peu. Avec Demarcus Lawrence, ils ont aussi perdu leur honneur, hein, parce que le mec sur les réseaux sociaux qui t'explique qu'il s'en va parce qu'il n'y a absolument aucune chance de gagner, il a bien remis à sa place Micah Parsons qui visiblement nous fait une Paul George. Ce que j'appelle une Paul George, c'est quand on commence à te voir plus sur les médias que sur le terrain. Non, Parsons joue et il est bon, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu as envie de lui dire reste concentré, garçon. En fait, vous n'avez encore rien fait et tu n'as pas encore été deep-boy. Non, mais voilà, en fait, il y a trop de manquements qu'on voit. Il y a des postes où ils font des pas de côté. On l'a dit, poste de running back, poste de receveur. Les mecs, quand même, on sait que CeeDee Lamb, il est isolé depuis 1 an et demi. L'année dernière, en cours de saison, ça va trader Jonathan Mingo contre un asset, c'est quoi, 3 ou 4e tour pour un joueur qui n'a absolument rien fait. Et là, pendant cette intersaison, tu ne bouges pas. Ton receveur en 2, c'est toujours Tolbert, que j'adore, mais qui est pour l'instant pas un 2. Il ne l'a pas prouvé. Et ouais, en défense, ils ont prolongé un joueur émergent. Mais derrière, un trade pour Kenneth Murray. En plus, eux, ils n'ont pas trop de chance avec les blessures. Tu as des postes où voilà, t'es pas serein, quoi. Heureusement que tu as un bon kicker. Voilà, on le dit. Les kickers sont importants. Brandon Aubrey, valeur sûre. Un PH, je sais pas ce que t'en penses. Je suis peut-être dur parce que je suis très très déçu par les Cowboys, mais je ne comprends pas. C'est sûrement pas cette année qu'ils vont remporter le Super Bowl, effectivement. Ah non, ce sera pas une de mes takes, j'annonce. mais oui, c'est pas si étonnant parce que c'est une équipe qui a attaqué la free agency en ayant un cap space très très limité. En plus, là, ils vont commencer à payer le contrat de Dak Prescott. Effectivement, au niveau des ajouts, je reste extrêmement dubitatif. Comme vous l'avez dit, c'est pas des titulaires en puissance. Et ce qui m'agace encore une fois de leur côté, c'est qu'ils ont attendu le dernier moment pour re-signer CeeDee Lamb en disant non, mais on va voir. T'es peut-être pas le receveur que tu pensais. Au final, ils leur ont filé 30 ou 35 patates. Micah Parsons, c'est la même chose. Bah ouais, mais tu regardes juste dans ta division, il y a une équipe qui, elle, anticipe vachement, qui signe leurs joueurs qu'ils ont pris à la draft 2 ans avant qu'ils les re-signent ou qu'ils font une extension. Je parle bien évidemment des Eagles, et ils ont fait ça avec Smith, leur receveur. Voilà, si tu veux surpayer tes joueurs, vas-y, mais en fait, te plains pas derrière de pouvoir attirer personne parce que ton cap, il est à 0 en fait au tout début de la free agency et ça fait 2 ans qu'ils font la même chose. L'année dernière, ils avaient signé que Eric Kendricks parce qu'ils n'avaient pas de thunes. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec un corps de running back dégueulasse. Heureusement pour eux, il y a eu Rico Dowdle qui a émergé l'année dernière. Bravo à lui. C'est complètement stupide de ne pas l'avoir re-signé. Et moi, j'aime beaucoup cette signature de la part des Panthers parce qu'il va arriver en plus sur un rôle de running back 2. Je pense qu'il lui convient encore mieux.
il va encore plus s'éclater là-bas que chez les Cowboys. On a vraiment l'impression, comme tu disais, comme l'a dit Dexter Lawrence, que les mecs, ils ont envie de se barrer maintenant, parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a que du clinquant, enfin, sur les gros joueurs, il n'y a que du clinquant. Puis même, est-ce que tout le monde est vraiment investi? Tu sens pas Je une sais équipe, pas. chez les leaders, tu sens pas des leaders investis dans l'effectif et dans le projet, en fait. Tu sais pas trop où ça va. Parsons, il fait des déclarations à droite à gauche. Pareil pour CeeDee Lamb. Dak Prescott, tu l'entends jamais vraiment non plus de déclarer, en tout cas, son amour pour le projet actuel. Donc, tu vois, c'est toujours un petit peu compliqué. Et puis en plus, là, avec la signature de Myles Garrett, tu sais que Parsons, ça va négocier son contrat C'est ça. aux alentours des 40 millions. Est-ce que Dallas va vouloir leur signer? Tu vois, c'est toujours cette question-là qui va être intéressante et qui va encore faire parler, alors que tu aurais pu éviter tout ça. Le PA, tu le dis très bien, mais ils auraient pu éviter tout ça en anticipant, en fait, comme le font d'autres équipes, mais ils ne l'ont pas fait. Non, mais Prescott, il a pas besoin de clamer son amour de la franchise, hein. Franchement, il a le rip du proprio. C'est tout ce dont il a besoin, hein. Mais continuer les franchises NFL à filer 60 patates à des mecs qui n'ont jamais passé un tour de playoff en 10 ans de carrière, franchement, je le rappelle, hein, Dak Prescott, c'est quoi? C'est 1 ou 2 victoires en playoff sur toute sa carrière, un truc comme ça. Au moins, ils vont en playoff. Ouais. On va pas reprendre ce débat-là. Ah ouais, c'est... Le mec, on verra à la fin de sa carrière, hein, mais on va se dire, ah putain, Prescott et CeeDee Lamb, c'était sympa et du talent, hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je ne sais pas, mais c'était beau à voir. C'était pour le beau jeu. Tout pour le beau jeu. Enfin bon, voilà. J'ai les Cowboys en perdant. 8 équipes en AFC, 9 équipes même en AFC et 9 équipes en NFC. On a quand même fait un tour de 18 équipes, ce qui est pas mal. Un beau petit format d'épisode. Merci messieurs. Bravo pour l'idée. Je crois que... Bon, on s'en fout de qui est l'idée, mais très bonne idée. J'allais l'attribuer. C'est la tienne, vas-y. Non, tu peux la prendre. Non, justement, j'allais l'attribuer, mais... Très bonne idée de moi-même, je me félicite. Merci de m'avoir accompagné. Non, très clairement, en ce moment, les épisodes, ça vient clairement pas de moi, je vous le dis. Quand il y a un live, je dis pas que de temps en temps, j'ai pas une petite inspi, mais... Non, c'était très cool comme format. On espère que ça vous a plu, que ça vous a permis de balayer un peu tout ce qui s'est passé. Je fais un petit interlude actualité du front office, puisque, je le rappelle pour ceux qui ne l'auraient pas vu passer, mais Alexandre, qui depuis qu'il nous a rejoint, a déjà bossé plus que moi en 4 ans, fait des fiches de draft qui sont d'une qualité exceptionnelle. Vraiment, merci. Alors, je suis aidé par Alex. Je suis aidé par Alex aussi pour les visuels, parce que de base, moi, c'était un vieux tableau Excel. Je me faisais ça dans mon coin. Je l'ai lâché une fois sur Twitter et il y a un mec qui m'a dit en commentaire, ça serait bien de t'as fait le visuel, et t'as Alex qui s'est proposé comme un bon seigneur pour faire des beaux visuels front office, et je le remercie également pour ça. Donne-lui du crédit, parce que je cite, ton premier tweet a été: j'ai pris un stagiaire pour le visuel. J'en profite, je lâche des petites pistes. Non, mais franchement, voilà, ça fait partie des petites choses qu'on essaye de mettre en place via le recrutement, d'apporter des nouveaux formats, des nouvelles envies, proposer vraiment des contenus encore plus variés. Donc, on va essayer de continuer à vous faire tout ça. Je peux vous dire qu'il y a pas mal de petites choses en coulisses. Il y a des très, très beaux projets. Moi, vous le savez, hein, il y en a un qui me hype tout particulièrement, qui sera un projet à long terme. Mais voilà, on peut vous dire qu'en tout cas, qu'au-delà des épisodes et des lives, ça bosse énormément, des game zones en préparation, d'autres lives, du contenu autour de la draft. Comme d'habitude, une fois passé la draft, je pense qu'on coupera pas à notre fameuse série d'intersaison où vous aurez un bilan en projection par équipe. Il y a de très grandes chances que ça se refasse cette année, même si on n'a rien entériné. Donc, très clairement, pour ne rien louper, le front office sur tous les réseaux sociaux, et surtout, venez sur le Discord. On est de plus en plus nombreux, ça continue d'arriver. Toutes les semaines, il y a 2-3 gars en plus qui viennent, qui nous découvrent, qui participent aux échanges.
c'est génial, ça discute tout le temps, je le dis à chaque fois, mais hier soir encore, j'étais là sur mon téléphone, je vois des notifs, 23h45, 23h50. Ça parle même plus football. Les mecs nous expliquent qu'ils ont des entretiens d'embauche, ils se souhaitent bonne chance. C'est incroyable, les gars. Vraiment, il y a une communauté, c'est trop bien. Venez avec nous. Et voilà, on va essayer de continuer à vous faire kiffer. Alexandre, merci beaucoup. Merci à toi et merci à Peur. Et puis bonne soirée à tout le monde, à tous les auditeurs. PA, pareillement, merci à toi. On se retrouvera très très rapidement. J'ai pas le programme des prochains épisodes, donc je vais rien vous annoncer et ça vous obligera à venir sur le Discord. En attendant, on vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous écoutez cet épisode. Et vive le football.